Monsieur le député, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du groupe La Poste et du cabinet d'audit et de conseil Mazars. Si j'étais président de la République, nul doute que ces quelques paroles de Gérard Lenormand trottent depuis quelque temps déjà dans un coin de votre tête, monsieur Hollande. Pas plus tard que ce dimanche, vous avez déclaré qu'il faudrait compter avec vous en 2012 et que cette fois-ci, vous n'étiez pas prêt à faire de la figuration. Vous qui avez toujours été d'une patience exceptionnelle, certains diront d'une passivité excessive. Vous qui assuriez à qui veut l'entendre que votre heure viendrait, vous sentez qu'entre une Martine chahutée, un Dominique absent et une Ségolène peu crédible, il y a là une mince fenêtre de tir qu'il serait dommage de ne pas exploiter. Les primaires et 2011, c'est déjà demain. Et tous les éléphants affûtent dans leur défense pour une lutte qui promet d'être musclée. Les spécialistes annoncent déjà que le risque est grand que pour que quelques militants poussent à part en gilet de sang. Et si les membres du parti à la rose réalisent que pour 2012, la seule solution est l'unité, et si pour 2012, ils préfèrent une personnalité fédératrice à une figure charismatique, vous avez alors toutes vos chances. Bref, 2012, et si c'était vous? Revenons donc sur votre parcours qui vous a vu notamment passer de potentielle première dame de France en 2007 à éventuel président de la République dans moins de 2 ans. Durant toute votre carrière, vous avez mené votre barque avec une philosophie bonhomme. Épicurien jovial, vous jouez de votre rondeur pour endormir vos rivaux, laissant croire aux arrogants que vous êtes un gentil, un lourd avis du Parti socialiste comme vous y surnommez. Vous êtes rentré dans la Maison Rose à pas feutrer, sans jouer des coudes, sans laisser de cadavres sur votre chemin. Un parcours tranquille. Vous n'inquiétez personne. Lisse et désespérément normal, diront les mauvaises langues. Votre itinéraire est un modèle. Un modèle de petit bourgeois bien sous tout rapport. Fils d'une assistante sociale et d'un médecin ORL, vous vivez une enfance heureuse à Rouen, puis à Neuilly. On vous imagine néanmoins assez mal jouer au ballon dans la cour de récréation du lycée Pasteur, où vous avez étudié avec le petit Nicolas. Délégué de classe au collège-lycée, représentant de l'UNEF à la faculté de droit, puis à Sciences Po et à HEC. Tout le monde ne peut pas avoir les secs. Partout où vous passez, vous ne pouvez vous empêcher de représenter les autres. Sans charisme éclatant, ni soif de domination, plutôt géo que guide suprême. Vous achevez votre parcours à l'ENA au sein de la très médiatique promotion Voltaire, aux côtés de Dominique de Villepin, avec nous ce midi, et d'une certaine Ségolène Royal. Dans le même temps, vous entamez votre ascension au sein du PS. Lourd à vie, qui sera surnommé par certains un peu plus tard Flamby, gravit les échelons avec un rythme de métronome, jusqu'à être nommé porte-parole de Lionel Jospin en 1995, puis premier secrétaire du parti en 1997, poste que vous occuperez pendant 11 ans. Vous y connaîtrez de belles victoires, comme au régional en 2004, mais aussi des défaites amères. De nombreux bons camarades au sein du parti vous en tiendront responsable. Reste 2007. En tant que premier secrétaire, la voie était royale. C'était sans compter sur Ségolène. La Madone du Poitou ayant en effet été jugée plus apte à capter la lumière, les mauvaises langues, un soupçon misogyne, diront que vous vous êtes fait voler la place par Bobol. Sans entrer dans les détails de votre vie privée, dans le même temps, vous vivez au grand jour une belle histoire d'amour passionné avec une autre. Dès le premier regard, vous avez été séduit. Et depuis, vous n'avez eu cesse de la chérir, de la protéger, de la flatter et de tenter de la combler. Vous n'avez pas hésité à vous battre pour la conquérir. Votre cœur tout entier lui appartient. Mesdames et messieurs, vous l'avez tous deviné, la Corrèze a envoûté notre homme. Premier flirt en 1981, à 27 ans, vous avez le toupet de vous présenter aux législatives et de défier l'empereur du plateau de 1000 vaches, un certain Jacques Chirac himself. Vous sentez que vous allez conclure. Et en 88, vous vous présentez de nouveau et devenez député, puis en 2001, maire de la sympathique ville de Tulle.
vous y faites du Chirac. Arpentez les marchés, labourez votre territoire, flattez le cul des vaches, de la proximité en somme, la couverture médiatique en moins. C'est peut-être là l'un des paradoxes du mystère Hollande. Brillant, sympathique, respecté pour votre rigueur et votre humour, y compris sur vous-même, vous ne parvenez pas à franchir la frontière qui doit vous conduire à la popularité. Le marketing politique, très peu pour vous. Mais vous prenez néanmoins conscience qu'un changement de stratégie médiatique et d'image s'impose. Et tous les ans, on nous annonce en septembre que le Hollande nouveau est arrivé. Nouvelle coupe de cheveux et nouvelle ligne. Pour peser médiatiquement, vous avez compris qu'il vous fallait maigrir. Et ça fait plus de 3 ans que ça dure. Courage François, sur ce point je ne suis pas si mal placé que ça pour en parler, et tu es pour moi un modèle. Je laisse maintenant à Émeric et Étienne le soin de tester ce Hollande New Look. Merci à tous et bon débat. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce 3e débat des Mardis de la SEC. Merci à tous d'être venus si nombreux ce soir. Comme c'est la tradition, vous avez un droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite de vous. Mais non, ça ne mérite pas de réponse. C'est une description que j'ai déjà beaucoup entendue, mais qui a été troussée avec talent. Je veux simplement faire un rectificatif. Je n'ai jamais été dans une cour d'école avec Nicolas Sarkozy. J'ai été en revanche dans la même école à l'ENA avec Dominique de Villepin. C'est pour ça que je lui ai demandé de venir jouer ici ce matin les précurseurs pour annoncer ma venue. Je le remercie donc vivement de m'avoir permis de ne pas parler de Nicolas Sarkozy, puisqu'il s'en est abondamment chargé. C'est la mission que je lui ai confiée depuis l'ENA. Et qu'il assume avec une constance, une loyauté et une intensité qui ne se démentira pas jusqu'en 2012. Donc merci à vous de l'avoir accueilli comme il était convenu. Donc on remercie M. de Villepin d'avoir si bien rempli son office et on attaque tout de suite cette interview. Donc, la réforme des retraites a été le dossier brûlant de ces 2 derniers mois. Des employés de la SNCF aux cantinières de Marseille en passant par les ouvriers de la raffinerie, la mobilisation a été très suivie. Quel bilan tirez-vous, monsieur le député, de ces 2 mois de contestation sociale? D'abord, il y a eu un mouvement qui a été profond et long, qui n'a pas abouti à faire reculer le gouvernement du président de la République, mais qui néanmoins laissera des traces. Traces d'abord, celle de la rancune d'une grande partie de nos concitoyens à l'égard du président de la République. Trace aussi d'un front syndical qui sans doute aujourd'hui se lézarde, mais qui jusqu'à présent a été, au moins pour les 2 grandes confédérations, CGT et CFDT, unis dans le refus d'une réforme et surtout dans l'exigence d'une autre. Et ça peut préjuger d'un dialogue social qui demain peut être plus fructueux. Et enfin, une trace qui sera celle des droits à la retraite de beaucoup de nos concitoyens qui verront reculer la possibilité qui était jusqu'à présent offerte de partir à 60 ans. Est-ce qu'il y a eu des vainqueurs? Est-ce qu'il y a des vaincus? C'est ce qu'on dit à la suite de tout mouvement. Je considère qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Aucun camp, aucune force n'a été finalement en capacité de faire prévaloir auprès de l'opinion son point de vue. Le gouvernement et le président de la République sont sortis de là avec une impopularité record. Les syndicats, malgré leur unité, malgré leur responsabilité, malgré leur constance, n'ont pas fait reculer le gouvernement. Et le Parti socialiste, l'opposition, malgré des contre-propositions qui ont été offertes dans le débat public, ne sont pas non plus considérés comme victorieux de ce conflit. Ce qui peut conduire à 2 sentiments. Un sentiment de désespérance, qui ne serait pas tout à fait réjouissant pour notre pays. Sentiment que finalement rien n'est possible, que rien ne peut bouger malgré un engagement fort,
y compris dans la rue, et ça peut se traduire par de l'abstention, du vote extrême. Et il peut y avoir une deuxième conséquence plus heureuse, c'est qu'il y a un rendez-vous en 2012 qui permettra de régler politiquement ce qui n'a pas pu l'être socialement. Vous avez parlé de désespérance, de forte mobilisation. Est-ce que vous justifiez les formes d'action qui visent à paralyser le pays pour se faire entendre? Généralement, quand des salariés font grève, c'est pour qu'il y ait des conséquences sur le pays ou sur leur entreprise. Parce que les grévistes, on l'oublie, perdent une part de leur revenu, de leur salaire, pendant le temps où ils sont en conflit. Donc leur objectif est que par leur arrêt de travail, il y ait une certaine prise de conscience de la part du pays. Ce que je n'admets pas en revanche, c'est la violence. Et je dois regarder ce conflit comme ayant été plutôt maîtrisé. Toujours des actes tout à fait inqualifiables, il y en a eu, mais ils ont été peu nombreux. Et donc là, il faut aussi en tirer une conclusion. La radicalité, la surenchère, l'extrémisme n'ont pas emporté. Et pourtant, je subodore que du côté du pouvoir de Nicolas Sarkozy, il y avait aussi cette recherche de conflictualité, cette recherche de montée aux extrêmes, de transgression. Je reconnais que les syndicats ont su maîtriser les mouvements, y compris ceux sur les raffineries qui pouvaient bloquer le pays, avec beaucoup de sens de l'intérêt général. On se souvient de la petite phrase de Jean-Pierre Raffarin, « Ce n'est pas la rue qui gouverne ». 4 ans plus tard, pensez-vous que le gouvernement en fasse maintenant la démonstration? Ce n'est pas la rue qui gouverne, c'est un gouvernement, un président légitimement élu. C'est une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité au Sénat. On feint de s'étonner qu'une loi ait été votée dès lors que le gouvernement, le président de la République disposait d'une majorité à l'Assemblée, d'une majorité au Sénat, c'était quand même la probabilité la plus grande. La rue, en revanche, elle peut exprimer un refus, une protestation, une colère, et je suggère au gouvernement et au président de l'entendre. Ça peut ne pas se traduire par un recul. Vous avez reçu Denis de Villepin ce matin, il a, lui, éprouvé un mouvement social qui l'a obligé à abandonner une loi votée, qui était le CPE. Donc la rue peut parfois contraindre. Mais même quand elle n'arrive pas à ses fins, c'est-à-dire empêcher une décision qui pourtant est contestable, elle n'est pas non plus sans suite, la rue. Parce qu'à un moment, ça doit se traduire dans les urnes. C'est là que je peux avoir des divergences avec un certain nombre de mouvements. C'est que le rôle de la politique, le rôle du Parti socialiste aujourd'hui dans l'opposition, c'est pas de faire des cortèges pour protester. Il peut trouver sa place. Vous en faisiez partie. Oui, il peut trouver sa place, c'est normal. Mais le rôle du Parti socialiste, c'est de trouver des solutions, c'est d'offrir une issue, c'est de proposer une construction. Et c'est ce que nous avons à faire encore davantage aujourd'hui. Et souvent, ceux qui sont dans la rue, qui ont des raisons de l'être, doivent réfléchir. Est-ce qu'il vaut mieux pas une bonne élection plutôt que de nombreuses manifestations? Le jour du vote, c'est quand même un jour sacré, qui dure, ce jour, 5 ans, dans un régime comme le nôtre. Donc ça mérite attention, réflexion. Il ne faut pas se laisser emporter, et je dis ça pour toute décision citoyenne, par une ambiance, une humeur, une mode, une promesse. Il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Il faut d'abord aller voter, et il faut se rendre compte que du vote va sortir une politique, pas simplement une personnalité, avec des conséquences pour la vie quotidienne. Donc, comment dire, donc, j'y vais. Donc aujourd'hui, donc la Cour constitutionnelle a rejeté le Conseil constitutionnel, excusez-moi, a rejeté les recours, les recours demandés par le Parti socialiste. Et donc après finalement une mobilisation tellement intense, quels enseignements tirez-vous finalement si la rue n'a pas réussi
à faire plier le gouvernement, et si le Conseil constitutionnel... Bon, le Conseil constitutionnel, il a été saisi en droit. Hein. Il n'a pas jugé en opportunité. Ce n'est pas une troisième chambre, le Conseil constitutionnel. C'est une assemblée de 9 membres plus les 2 anciens présidents. Donc 11 personnes qui doivent regarder si la loi est conforme ou pas à la Constitution. Ce qu'a annulé le Conseil constitutionnel, néanmoins, c'était tout ce qui avait trait à la médecine du travail et qui n'avait aucune place dans la loi sur les retraites. Mais il a validé la loi sur les retraites. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le législateur avait parfaitement le droit de reculer l'âge à partir duquel un salarié pouvait partir à la retraite. Donc en droit, il n'y avait rien qui s'opposait à la décision du législateur. Donc maintenant, la loi va être sûrement promulguée par le président de la République. Je n'imagine pas qu'il va réfléchir plus avant. Il a dû réfléchir déjà depuis longtemps et il n'a pas entendu céder. Donc la loi va être promulguée. Elle va s'appliquer à partir de l'été 2011. Donc le grand rendez-vous pour d'éventuels changements de cette législation, c'est en 2012. Qu'est-ce que doit dire le Parti socialiste? En tout cas, moi, qu'est-ce que je dis? Quels doivent être nos engagements? Moi, j'en vois 3 principes qu'il faut poser clairement devant les Français pour 2012. 1, il faut accepter le principe que chaque fois que l'espérance de vie va s'allonger, que nous allons vivre plus longtemps, il faudra allonger aussi la durée de cotisation au fur et à mesure de ce processus, sur les 20, 30, 40 prochaines années. Ce principe-là, il doit être admis une fois pour toutes. Et il doit d'ailleurs aboutir à ce que tous les 5 ans, ou tous les 6 ans, il y ait une évaluation. Est-ce que l'espérance de vie s'est allongée? Ce n'est pas l'avis de tous au Parti socialiste. C'est le mien. Et c'est d'ailleurs la position qui a été adoptée, même si certains s'en sont écartés. Ça peut arriver au Parti socialiste. Et donc, il faut rester sur ce principe, qui est d'ailleurs parfaitement cohérent. Deuxième principe qu'il faut poser, il faut laisser la liberté pour tout salarié, pour tout actif, de pouvoir partir à 60 ans ou à partir de 60 ans. Ça ne veut pas dire qu'on pourra partir à taux plein à 60 ans, puisqu'il va avoir, à la fin de l'année 2011, 41 années de cotisation. Donc ça veut dire que ceux qui veulent partir à 60 ans ou après 60 ans, alors même qu'ils n'ont pas les 41 années de cotisation, doivent pouvoir le faire. Ceux qui les ont, les 41 années de cotisation, doivent pouvoir partir à 60 ans. Pourquoi les obliger à faire 42, 43 ans, 44 ans? Donc au fond, ce ne sera qu'une minorité de personnes qui auront la retraite à taux plein. Ceux qui ont commencé tôt à travailler, c'est bien d'ailleurs légitime. Ceux qui ont commencé à 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans à travailler, qui ont fait leurs 41 années, qui arrivent à 60 ans, on leur dit mais non, vous n'allez pas faire 41 années, vous allez faire 42, 43, 44 ans, comme on l'a demandé. Donc au fond, vous battez pour quelques pourcents. C'est pas quelques pourcents, on s'aperçoit que pour les générations qui sont en préparation de la retraite, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes dans chaque génération. Ensuite, troisième principe, il faut que l'emploi des seniors soit une réalité, pas une priorité, une réalité. Pourquoi? Il y a aujourd'hui un salarié sur 5 qui est encore en activité après 60 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux à qui on va dire qu'il faut attendre 62 ans, 4 sur 5 aujourd'hui sont au chômage. Donc ceux-là vont rester au chômage tout le temps nécessaire pour qu'ils puissent ensuite, à 62 ans, si on ne change pas ce dispositif, partir à la retraite. Donc notre grand enjeu, si on veut vraiment qu'il y ait un avenir pour les retraites, c'est de faire travailler ceux qui sont à 55, 56 ans, le plus proche de la retraite, et aussi de faire travailler plus tôt les jeunes dans des contrats à durée indéterminée. C'est pour ça que je fais une proposition, ce que j'appelle le contrat de génération. Le contrat de génération, c'est quoi? C'est de permettre à un employeur qui garde un senior jusqu'au moment où il peut partir pour la retraite à taux plein, et qui embauche un jeune en contrat à durée indéterminée, permettant d'ailleurs au senior de transmettre l'expérience, de savoir-faire à ce jeune,
eh bien cet employeur-là ne paiera plus de cotisation sociale sur les 2 emplois. C'est ce que j'appelle le lien intergénérationnel, ce qui unit jeunes, seniors, et qui permet aux jeunes de rentrer plus tôt sur le marché du travail et donc de cotiser, lui permettant de pouvoir imaginer une vie après 60 ans, et de permettre aux seniors d'avoir aussi la possibilité de travailler pour continuer à se constituer des droits. Voilà les 3 principes sur lesquels l'avenir des retraites peut être fondé. Monsieur le député, la droite vous accuse d'hypocrisie lorsque vous parlez de départ à la retraite à 60 ans, puisque cela va concerner seulement une minorité de la population française. Pourquoi est-ce que ce discours, qui était pourtant très clair, ce discours que vous venez de faire, pourquoi est-ce qu'on ne l'entend pas plus souvent dans les médias? On entend souvent la retraite à 60 ans, le départ à la retraite pour tous à 60 ans, et c'est une contre-vérité, vous venez vous-même de le démontrer. Et aujourd'hui, enfin, avant que la loi ne soit promulguée, la situation d'aujourd'hui, c'est quoi? Il y a la retraite dite à 60 ans. Si vous n'avez pas les 40 ans d'annuité, 40 ans de cotisation, vous pouvez quand même partir à 60 ans. Mais vous avez ce qu'on appelle une décote. Votre retraite est moins élevée. C'est la situation d'aujourd'hui. Demain, ça sera 41 années de cotisation. Je suggère d'avoir le même principe. Ceux qui auront les 41 années partiront avec une retraite à taux plein. Ceux qui ne les ont pas attendront ou voudront partir dès 60 ans, mais avec une décote. Pourquoi changer cette règle, qui est une règle de liberté? Finalement, ce qui compte dans la vie sociale, c'est d'offrir à chacun la possibilité de choisir son destin avec des conditions de protection et de solidarité. Pourquoi interdire à ceux qui veulent partir à 60 ans de pouvoir le faire, dès lors qu'ils sont de toute manière pénalisés à travers la décote? Mais pourquoi interdire à ceux qui auront les 41 années de cotisation de pouvoir partir à 60 ans et les obliger à faire 42, 43 ans? J'espère que je suis clair. Donc peut-être que le Parti socialiste ne l'a pas été suffisamment, donc j'essaye de bien l'expliquer pour que chacun comprenne bien l'enjeu. Est-ce que ça suffit pour équilibrer les régimes de retraite? Emploi des seniors, principe de liberté à 60 ans, allongement de la durée de cotisation? Non. Donc il faut trouver des ressources en plus. Lesquelles? Des cotisations. Il est normal de lever des cotisations, puisque c'est le fondement même des régimes de répartition. Sans doute des contributions sur les revenus du capital, qui pour l'instant sont largement exemptés du financement de la retraite. Sûrement en prenant des prélèvements sur un certain nombre d'établissements financiers pour les garder en réserve et permettre dans quelques années, si cet argent a fructifié, c'est ce qu'on appelle un fonds de pension collectif en définitive, d'être affecté au financement des retraites. Voilà le schéma dans son ensemble qu'il faut proposer. Donc ce serait plutôt un système hybride, à la fois donc, de solidarité avec les jeunes générations qui cotisent pour les anciennes, et à la fois un système à l'américaine avec des fonds de pension. Les fonds de pension individuels sont des systèmes très injustes. Mais un fonds d'épargne collective, c'est un système très solidaire au contraire. C'est ce qui existe en Suède notamment. C'est-à-dire, vous faites un prélèvement sur un certain nombre de placements ou sur un certain nombre de bénéfices d'établissements financiers notamment. Vous gardez cet argent et vous le faites fructifier. Il est au service des retraites. Il permet de faire la trésorerie dans certains cas. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'avait déjà constitué. C'est ce qu'on appelle le fonds de réserve des retraites. Et le gouvernement l'a absorbé pour financer, hélas, les déficits d'aujourd'hui. Je voudrais maintenant revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de différents sons de cloche au sein du Parti socialiste. Donc d'un côté, on a l'aile gauche du Parti socialiste avec Benoît Hamon, qui semble vouloir coller au mouvement social, et de l'autre côté, on a plutôt les sociodémocrates, avec Manuel Valls ou encore vous, qui prenaient plus de réalisme. Finalement, qui doit-on croire? Qui doit-on écouter? Il y a un certain problème de crédibilité au sein du PS. Tout à l'heure, ça a été rappelé par celui qui a fait ma vie, enfin qui l'a retracé, Jérôme, qui sera maintenant ma référence. Donc, ce qu'a dit Jérôme, c'est que j'ai été premier secrétaire du Parti socialiste pendant 11 ans exactement. Donc je le connais bien ce parti. J'en connais toutes les vertus et parfois
tous les vices. On va y venir dans un instant. On va y venir. Vous ne parlez que des vertus, j'imagine. Donc, dans ce parti, il y a peut-être une ébauche, elle a toujours existé. Elle a toujours été très minoritaire. Il y a des figures qui la représentaient. Pour les plus anciens, si ça peut encore signifier quelque chose, Jean-Pierre Chevènement a été à un moment l'aile gauche du Parti Socialiste. Mais après, il s'en est échappé. Mélenchon a été l'aile gauche du Parti Socialiste, il s'en est échappé. Vous voyez qu'à un moment, l'aile gauche s'échappe. Ils réussissent bien en général. Pas nécessairement. Ils peuvent gêner, ils peuvent empêcher, mais ils ne réussissent jamais seuls. Je vous renvoie à l'élection de 2002 et à ce qui a été le rôle de Jean-Pierre Chevènement, sans qu'il l'ait voulu d'ailleurs. Bon. Donc voilà l'aile gauche. Aujourd'hui, l'aile gauche, admettons-le, c'est Benoît Hamon. Même si c'est compliqué au Parti Socialiste parce qu'il avait commencé rocardien. Parce que là aussi, au Parti Socialiste, on peut passer de l'aile gauche à l'aile droite. Moi, je les ai tous connus. Là, je peux les interroger. Je dis, toi, t'es maintenant l'aile gauche? Ah, je t'avais connu l'aile droite. Donc, c'est des mouvements, ce qu'on appelle des virages sur les ailes. Vous voyez? Donc, ne soyons pas avec trop de mémoire. Mais en tout cas, il y a une aile gauche. Est-ce qu'il y a une aile droite? Oui, c'est généralement pas très bien porté d'être à l'aile droite du Parti Socialiste. Vous en faites pas partie? Non. Où vous placez-vous? Au centre du Parti Socialiste. Hein. Comme Martine Aubry alors? Oui, parce que c'est la vocation d'ailleurs du premier secrétaire d'être au centre. Mais le Parti Socialiste, c'est un parti réformiste. La majorité du Parti Socialiste, la grande majorité du Parti Socialiste, c'est pas un parti social-libéral, ça serait l'aile droite, ou un parti sensible à la gauche de la gauche, qui serait l'aile gauche. Non. La ligne réformiste, elle est très majoritaire au Parti Socialiste. C'est ni Dominique Strauss-Kahn, ni Benoît Hamon, c'est... Dominique Strauss-Kahn n'est pas à l'aile gauche. Il a été autrefois, mais il y a très longtemps. C'est ni Dominique Strauss-Kahn, ni Benoît Hamon, c'est vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous dis, moi, la très grande majorité des socialistes, ils sont réformistes, ils sont sociodémocrates. Même si le mot, en France, n'a jamais été vraiment porté. Ils sont socialistes et ils sont soucieux du réel. Ils étaient avec François Mitterrand, ils ont été avec Lionel Jospin, ils m'ont soutenu. Aujourd'hui, ils se retrouvent derrière Martine Aubry, puisque c'est elle la première secrétaire. Ils sont réformistes. Et c'est là la position centrale. On doit écouter forcément une aile gauche, on doit être soucieux de l'aile droite, mais enfin ce qui compte, c'est quand même le mouvement central. Donc voilà pourquoi je suis très confiant sur les choix qu'aura à faire le Parti Socialiste. Il fait toujours le choix du réalisme et en même temps de l'espoir qu'il faut donner aux citoyens. Très bien, donc avant de parler un peu plus en profondeur du Parti Socialiste, on voudrait faire un petit détour par le prochain dossier brûlant qui va faire l'actualité, bien sûr, le remaniement ministériel. Vous avez récemment qualifié cela de télé-réalité. On veut savoir si vous deviez sauver un des premiers ministrables, si vous voulez qu'il arrive à Matignon. Qui choisiriez-vous et pourquoi? Ça, vous me demandez une tâche impossible. Moi, je voudrais les noyer tous. Ah oui, mais vous êtes obligé de sauver un candidat. Mais ils n'ont pas besoin de moi pour se noyer. J'ai l'impression qu'ils y travaillent. Et notamment Nicolas Sarkozy, parce que c'est quand même assez invraisemblable, presque inédit, ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, je suis d'une génération qui a connu, vous vous rendez compte, le général de Gaulle, Georges Pompidou, ça vous dit encore quelque chose, Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Donc j'ai connu ou appris l'histoire de la Ve République. Je n'ai jamais vécu une situation où, 6 mois à l'avance, le président annonce un remaniement. Vous n'avez pas de suspense? C'est un suspense très long. Vous vous rendez compte de la souffrance de ces hommes, de ces femmes qui vivent depuis 6 mois la précarité, qui ne savent pas si leur contrat va être renouvelé, mais regardez-les se comporter. C'est à qui vient montrer ses qualités. C'est à qui vient prétendre pouvoir être Premier ministre. Au point où j'avais compris, moi, pendant un temps, que François Fillon entonnait le chant du départ. On pourrait dire la même chose des primaires au PS. Ça, mais on va y venir, ne vous inquiétez pas. Il y aura beaucoup à dire, mais là, on avait François Fillon qui semblait se faire finalement une raison de ne plus être à Matignon. Il était en distance par rapport à Nicolas Sarkozy. Il disait que ça n'avait pas été son mentor. Et puis, sans doute, échauffé par
la campagne tonitruante, j'allais dire échevelée, de Jean-Louis Borloo, C'est chez le coiffeur pourtant. le voilà qui maintenant reprend goût à la vie à Matignon et presque revendique d'y rester. Je ne sais pas si ça se passera. Je vois des ministres ou des sous-ministres vanter leur qualité, c'est pitoyable. On s'en serait aperçu s'ils en avaient. J'en vois d'autres qui veulent partir et qui attendent, parce qu'ils pensent que ce n'est pas forcément une bonne référence de se présenter aux élections, même cantonales, en étant ministre. Bon, bref. Et donc je pense qu'effectivement, cette télé-réalité, je vais appeler ça télé-réalité parce qu'il y a un côté, on met tout le monde dans une même pièce, et on attend de voir ce qui se passe. Alors quelquefois, ça forme des couples. Quelquefois, il y en a qui sortent. Mais je trouve que la scène a assez duré, parce que c'est pas simplement l'affaiblissement, un amoindrissement de l'autorité gouvernementale ou présidentielle, ça met en cause, malgré tout, la gestion du pays, l'intérêt général. Donc il faut que ça cesse, et même si ça doit être Fillon qui gagne à la fin, on nous aura fait perdre beaucoup de temps, mais c'est un jeu peut-être qui plaît à Nicolas Sarkozy. Il aurait inventé un jeu où il réunit ses amis, ses proches, et il lance des noms. C'est le name dropping. Rien à voir avec le name dropping, hein, c'est le name dropping. Le lâcher de nez. Donc le lâcher de name. Donc on lance des noms et on essaye de voir qui reste à la fin. Enfin, je crois que ça mérite mieux. Le gouvernement de la France mérite mieux. Donc vous avez parlé avec compassion de ces pauvres hommes, de ces pauvres femmes, mais vous n'en repêchez aucun, vous les laissez tous se noyer. Non, moi je vais prendre Fillon parce que j'ai l'impression que c'est lui qui va gagner à la fin. Voilà, j'aurais sauvé Fillon. Vous êtes dans le camp du vainqueur. Grâce à vous. Mais ne le dites pas à Nicolas Sarkozy, qui à ce moment-là pourrait peut-être penser que ce n'est pas le bon. Mais je crois que, franchement, c'est bien là le problème. François Fillon est moins impopulaire que Nicolas Sarkozy. Ça doit être dur à vivre pour Nicolas Sarkozy. Mais au moins il y a une ligne politique. Je peux la contester. Je peux la combattre. Mais je dois la respecter. Donc le mieux ce serait de rester dans cette cohérence. Et de finir avec Fillon. Plutôt que d'inventer je ne sais quelle présentation qui relève plutôt de l'ordre de la communication ou de la campagne. Juste un dernier mot, puisqu'on parle de la droite, après on parlera de vos camarades du Parti Socialiste. On a parlé tout à l'heure de M. Dominique de Villepin, de sa virulence à l'égard de Nicolas Sarkozy. Que vous inspire son attitude actuelle? Vous me demandez de faire des commentaires sur des phénomènes qui m'échappent. Et la même chose au Parti Socialiste. Vous me demandez de faire le remaniement, d'en sauver si c'est possible. Maintenant, vous me demandez d'expliquer pourquoi ils ne s'aiment pas. C'est plus facile de voir ce qui se passe dans le camp adverse que dans Oui, sans doute que je peux faire observateur, mais ce n'est pas mon rôle. Ma responsabilité n'est pas même si ça peut vous intéresser, mais ce n'est pas de décrire la situation du temps en face. On essaie de vous préparer aux élections présidentielles. Oui, c'est de voir qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour l'élection de 2012. Je vais vous répondre ainsi. Nicolas Sarkozy, en 2007, avait réussi ce que bien peu de leaders à droite avant lui avaient été capables d'obtenir, c'est-à-dire l'union des droites. La meilleure preuve, c'est qu'au premier tour de l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy a été le seul dans son camp à se présenter au suffrage. Ce qui lui a permis de réunir près de 32% des voix au premier tour. Ce qui a été, pour une part, la raison de son succès au second tour. Car moi je pense, expérience faite, qu'une élection présidentielle se gagne dès le premier tour. Celui qui fait le résultat le plus haut, qui réussit à rassembler son camp, a un avantage indéniable pour le second tour. Le fait que Dominique de Villepin soit dans l'état que vous avez vu ce matin, c'est-à-dire dans un rapport conflictuel, qui n'est pas que personnel, qui est aussi politique à l'égard de Nicolas Sarkozy, laisse penser qu'il peut y avoir plusieurs candidats à droite cette fois-ci. Et donc que les conditions du scrutin de 2012 seront différentes de 2007. Et que la gauche devrait en tirer un certain nombre de conclusions, c'est qu'elle devrait plutôt se rassembler
dès le premier tour, dès lors que la droite va être séparée au premier tour. Alors moi, je ne suis pas là pour stimuler Dominique de Villepin, j'ai l'impression qu'il parvient tout seul, mais je suis là pour dire à la gauche qu'elle ne peut pas non plus espérer un succès par les divisions du camp d'en face. Ce serait d'abord une démarche paresseuse, et ce serait, à mon avis, un calcul risqué. Nous ne gagnons pas une élection présidentielle sur ou un rejet ou une opportunité. Les Français veulent être convaincus dans une élection présidentielle. Ils veulent savoir ce que la France va être pendant les 5 ans du prochain quinquennat. Ils veulent savoir ce que va être le projet essentiel et sa traduction concrète. Ils veulent avoir de la crédibilité et aussi de l'espérance. Et donc le rôle de celui ou de celle qui se prépare à l'élection présidentielle ou du parti qui nourrit l'ambition d'être demain majoritaire, c'est d'être capable de convaincre, capable de construire, pas simplement d'attendre en se disant ils vont faire le travail à notre place. Une élection, ça se mérite, ça se gagne suffrage après suffrage, ça doit avoir une gravité, une authenticité, et doit créer un moment, une espérance, à condition qu'elle ne soit pas fondée sur une illusion. Donc voilà pourquoi je pense que l'élection présidentielle du côté de la gauche doit être bien sûr intéressée sur ce qui se passe à droite, mais essentiellement tournée vers les Français. Cessons les jeux politiques. Mais il y a quand même un paradoxe en France. Nous avons une élection présidentielle. Très peu de pays européens connaissent ce régime. Nous avons une élection présidentielle où devraient se présenter au suffrage que des personnalités qui pourraient être présidents de la République. Or, que constatons? L'élection présidentielle, c'est le moment du défouloir général, où toute personnalité, même très minoritaire, pense que c'est son moment. Pas pour gagner l'élection, pour exister. Ce qui fait qu'on a combien 14, 15 candidats, on en a même eu jusqu'à 18 lors d'un scrutin de 2002. Donc il faudrait ramener l'élection présidentielle à ce qu'elle est. C'est-à-dire un choix entre 3-4 personnalités, pas plus. Et au second tour entre 2. Avec 2 conceptions, à la fois des institutions sûrement, 2 conceptions de la société, peut-être, 2 conceptions programmatiques, pour que les choix soient clairs. Or, je ne veux pas que la gauche retombe dans ce qu'elle a déjà vécu, et j'ai été témoin de cette période, la dispersion, la division. Donc je laisse la droite à ses affaires et je me préoccupe de mettre de la cohérence au sein de la gauche. Donc justement, nous allons passer au Parti Socialiste. Vous avez parlé d'union des droites, on va parler d'unité de la gauche. Après les universités de La Rochelle cet été, le Parti Socialiste a affiché une unité parfaite. Maintenant, après la réforme des retraites, on a l'impression que cette unité se fractionne, se fissure. S'agit-il seulement d'une unité de façade? L'unité, elle est une condition de la victoire. Je viens d'en parler. L'unité ne peut pas être non plus fiction. Il faut qu'il y ait du débat, il faut qu'il y ait des choix. Du débat sur les priorités, les propositions, on commence à les évoquer, et des choix sur les personnalités. Il ne nous a pas échappé qu'il y avait peut-être plusieurs candidats à la candidature. Donc il faut que nous arrivions à maîtriser l'unité indispensable et en même temps à permettre aux électeurs socialistes ou aux militants socialistes de faire les arbitrages indispensables sur les orientations et sur les personnes. C'est toute la difficulté. Moi, vous savez que j'étais pour un calendrier beaucoup plus simple que celui que nous avons choisi. Je pensais, expérience là encore faite, qu'il fallait désigner rapidement notre candidat ou notre candidate à l'élection présidentielle. Et ensuite, ce candidat, cette candidate, avec le Parti Socialiste, aurait fait prévaloir les priorités et élaborer les propositions, point trop nombreuses. Et enfin, sceller les alliances avec les partenaires. C'est pas ce calendrier qui a été choisi. Est-ce que c'était pas vous accuser d'empêcher oui. la candidature de Dominique Strauss-Kahn? Absolument. C'est pas ce calendrier qui a été choisi, puisqu'il a été convenu, pour permettre à Dominique Strauss-Kahn de réfléchir à l'idée d'une candidature, de lui laisser tout le temps, compte tenu de la
fonction qu'il occupe à la direction du FMI. J'admets parfaitement ce principe. Mais il a une contrainte. La liberté pour l'un d'entre nous induit une contrainte pour l'ensemble. Donc il faut vivre avec un choix de candidat qui va être la décision finale, alors même qu'on aura eu à discuter des propositions et des alliances avant. Bon, il faut vivre avec cette contrainte, et j'essaie de le faire avec le souci de l'unité et en même temps du choix qu'il faudra faire à un moment dans le Parti socialiste. La mobilisation contre les retraites a pris fin, laissant place à la course aux primaires socialistes. Benoît Hamon, d'un côté, tire le parti vers la gauche, ce qui placerait Martine Aubry, dit-on, au centre, et vous aussi. De l'autre côté, cela réduirait aussi la marge de manœuvre de Dominique Strauss-Kahn. Vous, que les journalistes nomment le meilleur ennemi de Martine Aubry, comment jugez-vous sa stratégie en vue des primaires? Le meilleur, c'est vrai. Ennemi, non. Moi, je n'ai pas de rapport conflictuel au Parti socialiste. Je refuse de tomber dans ce registre. La presse, c'est normal, où les commentateurs aiment bien aiguiser les rivalités. Vos soutiens critiquent beaucoup Martine Aubry ces derniers temps. Non, ils sont sur le texte là, qui est en discussion et ils font valoir un certain nombre d'arguments. Et c'est pas sur les personnes. Les personnes, elles seront en cours éventuellement lorsqu'il y aura les primaires, c'est-à-dire à l'automne prochain. Pourtant, quand on entend Malek Bouti dire Martine Aubry a un problème avec la vérité politique, c'est bien sur les personnes. Ça concerne Malek Bouti, ça ne me concerne pas. C'est l'un de vos soutiens pourtant. Il peut me soutenir, je ne vais pas le refuser, mais en même temps, je ne pense pas que ce soit un rapport aux personnes qu'il faut avoir aujourd'hui. Ça viendra. Pour l'instant, il faut avoir un rapport aux propositions et aux idées. Sur le fait que le Parti socialiste soit bousculé, tantôt doit-il être avec la gauche, tantôt avec le centre. Je vais répondre à cette question. Le centre en France n'existe pas. C'est pour ça que François Bayrou ne l'a pas rencontré. Il a essayé, mais il ne l'a pas organisé, structuré. La meilleure preuve, c'est que le modèle, qui avait été une création à un moment original, n'a pas réussi à prospérer, à s'installer dans la vie politique. Donc quand on dit le Parti socialiste doit s'allier avec le centre, mais s'allier avec qui? Puisque ça n'existe pas sur le plan partisan. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'électeurs du centre. Il y en a, mais il n'y a pas de parti du centre structuré, indépendant de la gauche, indépendant de la droite, et avec lequel il pourrait y avoir demain une alliance. Est-ce qu'il faut être plus à gauche? Mais pour être avec qui? Avec le Parti communiste? On l'est depuis toujours. Mais le Parti communiste a beaucoup diminué. Avec la LCR comme... Avec la LCR, alors, qui ne s'appelle plus la LCR, qui s'appelle le NPA, mais c'est la même chose. Qui nous dit, et c'est parfaitement respectable, qu'ils ne veulent pas gouverner. Ils veulent faire la révolution. C'est leur droit. Ça prend un certain temps, ça peut arriver, mais parfois, ça peut prendre plusieurs siècles. Mais donc, il faut leur dire, écoutez, très bien, on vous respecte, vous avez aussi le souci de vous mobiliser, y compris là, pour défendre la retraite à 60 ans, pour défendre les 35 heures, pour défendre les congés payés, pour défendre la sécurité sociale. Je leur dis, mais très bien, vous défendez quoi? Vous défendez des lois que la gauche a fait voter. Heureusement que la gauche est allée au pouvoir. Sinon, vous défendriez quoi aujourd'hui? Donc, ça ne sert à rien d'aller proposer à Besancenot une alliance, puisque lui-même déclare qu'il ne veut pas gouverner et qu'il ne veut pas, en plus, s'allier avec le Parti socialiste. Ça, c'est pour Benoît Hamon? C'est pour Besancenot, moi je m'occupe que... On a vu Benoît Hamon aux universités d'été. Il y a toujours ceux qui tentent, qui se disent, vous savez, ça n'a pas marché avec d'autres, peut-être avec moi, mon pouvoir de séduction va être plus fort. Il est quand même porte-parole du Parti socialiste. Oui, mais ça ne donne pas un pouvoir de séduction tout à fait considérable. Il porte la parole du Parti socialiste. Donc il a pu porter la parole, il a bien raison, mais ça n'a rien changé à l'orientation du NPA. Donc ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut écarter les électeurs de l'extrême gauche. Le moment venu, ils auront à faire leur choix au second tour d'une élection présidentielle. Donc le Parti socialiste, il a d'abord à faire entendre ses propositions, à faire entendre sa voix, à montrer sa cohérence. C'est pas aller chercher des alliés, c'est d'abord à être lui-même. Et c'est en étant le plus fort possible qu'il aura, à mon avis, le plus de capacité pour gagner. Puis il y a un nouveau parti qui s'est créé, les écologistes,
avec lesquels il va falloir travailler, voir ce qui nous unit, ce qui nous sépare, et puis faire en sorte que nous puissions ensemble avoir un programme de gouvernement. Et pas le découvrir entre les deux tours d'une élection présidentielle, pour le faire assez tôt, pour que ce soit crédible devant le pays. Parce que si les gens ont l'impression qu'on fait des alliances parce qu'on y est obligé, parce qu'il faut avoir des désistements au second tour, ils vont nous regarder avec méfiance, parce que c'est quand même la France dont il s'agit. Quelle politique de croissance, quelle politique énergétique, quelle politique pour les transports, tout ça, ça compte. Donc voilà, il faut de la clarté, de la cohérence, et c'est le Parti socialiste qui doit, dans cette période, en donner. Puisqu'on parle d'alliance, que pensez-vous du pacte de non-agression entre Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry? Je parlais des alliances politiques au sein de la gauche. Vous me ramenez, vous avez raison, au Parti socialiste. Mais les pactes, ça a toujours existé. Pacte de non-agression, pacte de non-belligérance, pacte d'union civique. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais les personnalités dont vous parlez ont parfaitement le droit de pouvoir organiser leurs relations de manière connivente, c'est-à-dire de dire si c'est pas moi, ça sera toi, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je considère que c'est pas ce qui... C'est de la triche, non? Non, pas du tout. Vous avez parfaitement le droit d'avoir une relation, voire même un accord avec un de vos amis au Parti socialiste. Mais moi, défavorisé. Pourquoi ça défavorise qui que ce soit? Ça défavorise personne. Et il y aura un et deux. Si tout le monde est dans le pacte, parce que le pacte à 2 est devenu un pacte à 3, puis après un pacte à 4, il y a Laurent Fabius qui s'est mis dans le pacte, et puis Ségolène qui l'a rejoint, donc ça fait déjà un pacte à 4. Vous allez bientôt le rejoindre? Donc non, donc je suis maintenant le seul candidat, bien sûr, du Parti socialiste qui n'est pas de pacte. C'est un avantage considérable. Emmanuel Valls aussi. Oui, si on veut. Et vous avez vraiment mis l'accent ces derniers temps sur votre liberté de parole. Est-ce que le fait de ne pas être dans un pacte, vous trouvez sert cette liberté de parole? Moi, je respecte tous les comportements, je respecte tous les choix. Mais je dis pour une élection présidentielle, en perspective des primaires, il faut que chacun soit à la fois loyal à l'égard de son parti et libre de faire propositions. C'est ça qui permet de créer un mouvement de confiance dans le Parti socialiste et au-delà. C'est ce que je fais. Donc moi je ne me détermine pas par rapport à tel ou tel, je peux me dire je vais attendre que l'un ait fait sa déclaration, que l'autre ait renoncé. Non, moi je dis j'avance. Si je viens vers vous, c'est pour vous expliquer, peut-être que je poserai des questions sur un certain nombre de propositions, pour vous expliquer ce que je voudrais faire, ou je voudrais parler pour mon pays. C'est ça qui doit compter. Et donc de faire des propositions. J'ai dit par exemple que la jeunesse pour moi était ce qui permettait de donner un sens au prochain quinquennat. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est pas de s'adresser à elle comme si elle était une génération qui devait concentrer toute notre attention. C'est de considérer que c'est autour de l'avenir des jeunes que l'on peut souder toutes les générations. Qu'on peut demander à ceux qui sont aujourd'hui en retraite, à ceux qui sont dans l'activité, mais qui ont des enfants, des petits-enfants, eh bien de faire l'effort collectif pour que nous réussissions à donner toute sa place à la jeunesse. Dès le plus jeune âge, dans la formation, l'éducation, l'entrée dans la vie active, l'accès au logement, la réussite. Le projet qu'on doit avoir pour la France, c'est un projet de réussite. Et comment mieux assurer cette réussite qu'en la permettant à la génération qui vient, qui finalement nous donnera les conditions du progrès. Donc voilà le thème que je veux absolument imposer. D'ailleurs, depuis plusieurs mois que je le répète, il devient consensuel. Aujourd'hui, vous avez remarqué, heureusement d'ailleurs, les jeunes aussi y ont contribué en descendant dans la rue, mais sans qu'il en soit besoin pour le faire, il y a maintenant une prise de conscience qu'il y a une pauvreté dans la jeunesse. Les statistiques ont été publiées aujourd'hui, qu'il y a un déclassement par rapport à la situation des parents, qu'il y a une impossibilité de se loger dans les grandes agglomérations, d'accéder à la propriété. Donc voilà ce qui me paraît être le thème dominant de la prochaine élection présidentielle. Pardon d'être long là-dessus, mais une élection présidentielle, elle se gagne toujours sur un grand enjeu. Celui ou celle qui arrive à poser cet enjeu a en partie gagné le scrutin. Ça peut nous plaire ou pas. Quand François Mitterrand pose le thème de la France unie,
après une cohabitation qui avait été conflictuelle, 86-88. Quand Jacques Chirac trouve le thème de la fracture sociale, quand il y a eu le sentiment qu'il y avait notamment une montée de la pauvreté, un risque d'affrontement, il emporte la conviction par rapport à Balladur. En 2002, le thème de Milan, même si ça a été pénible à vivre, a été celui de l'insécurité, dont Le Pen a été largement le bénéficiaire. En 2007, convenons-en, c'est quand Nicolas Sarkozy a évoqué le gagner plus, qu'il a amené autour de lui des électeurs qui, au départ, n'avaient pas forcément envisagé de voter pour Nicolas Sarkozy. Car, je rappelle, Nicolas Sarkozy a été élu au suffrage universel direct. Il ne s'est pas imposé par un coup de force ou un coup d'état militaire. Il y a donc 53% de nos concitoyens qui ont voté Nicolas Sarkozy. Et ce n'étaient pas tous des électeurs de droite. Donc il a été capable, à un moment, d'emmener des citoyens qui étaient, des électeurs qui étaient réticents à un vote pour lui. Alors peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup le regrettent. Peut-être que beaucoup ne s'en souviennent même plus. Peut-être que certains rentrent chez eux, se flagellent de l'avoir fait. Et demandent pardon au Dieu suprême. Peut-être ont-ils abjuré ce vote, peut-être ont-ils promis de ne plus jamais le refaire. Qui sait? Qui sait? Le péché, quelquefois, on peut y revenir. Monsieur le député. Donc, je dis cela, monsieur le député va en avoir terminé. Il faut donc prendre conscience qu'une élection, c'est sur un thème qui doit être un thème fédérateur. Voilà. L'élection doit se gagner sur un thème, ça doit aussi se gagner avec l'appui d'un parti. Or, à en croire les derniers sondages, le sondage IFOP de lundi, seuls 5% des personnes sondées jugent que vous avez une aptitude à faire gagner la gauche à l'élection présidentielle, contre 52% pour Dominique Strauss-Kahn. Oui. Tu leur répondez-vous? Il y a donc encore à travailler. Mais les sondages, que je respecte, et qui ne sont pas d'ailleurs aujourd'hui défavorables pour moi, mais aucun sondage, 18 mois avant l'élection présidentielle, n'a indiqué le vainqueur du scrutin. Aucun. Si on avait interrogé les Français, on l'a fait d'ailleurs, 18 mois avant l'élection de 95, c'était Balladur qui a été choisi. C'est Chirac qui est gagné. En 2002, beaucoup dans les sondages, parmi les instituts de sondage, pronostiquaient la victoire de Lionel Jospin 18 mois avant le scrutin. Et il n'a pas été au second tour. En 2007, les sondages 8 mois, 9 mois avant l'élection, annonçaient la victoire de Ségolène Royal. Qu'est-ce que les sondages avant les élections, ils donnent à tous les électeurs qui sont interrogés la possibilité de donner leur préférence. Donc les électeurs de droite peuvent avoir une préférence pour le candidat de gauche. Mais lorsqu'arrive l'élection, il y a quand même peu d'électeurs de droite qui votent à gauche. Il en faut, hein, néanmoins. Je ne les refuse pas. Hein. Parce que, je reprends ma démonstration, parce qu'il y en a 53% qui ont voté pour Nicolas Sarkozy en 2007, il ne faut pas leur demander de venir à genoux nous dire pardon. Il faut les accueillir avec beaucoup d'égards, en disant vous avez raison, vous avez fait votre expérience, maintenant vous avez venez voter à gauche. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'une partie des électeurs de droite aujourd'hui, quand on les interroge sur le candidat socialiste, ont une hiérarchie des préférences qui n'est pas forcément celle de l'électorat de gauche. Ce n'était pas juste une préférence, il jugeait l'aptitude à faire gagner la gauche. Oui, mais ça on le saura quand on aura gagné. Et j'ai toujours dans la présentation qui m'a été faite, non, c'est très important, sur le charisme. Parce qu'on dit, mais finalement, il faut qu'il y ait un candidat qui ait du charisme. Le candidat qui a du charisme, c'est celui qui gagne l'élection présidentielle. Jusque-là, il n'est pas sûr qu'il en ait. De François Mitterrand, qui, je rappelle, a été le seul socialiste à gagner l'élection présidentielle en France sous la Ve République, on disait qu'il en manquait, jusqu'au jour où il est devenu président. Jacques Chirac, qu'a-t-on dit sur Jacques Chirac au temps où il était président du RPR? Beaucoup disaient qu'il ne sera jamais président de la République. C'est ce que j'espérais aussi. Parce que j'étais en Corrèze, en plus, c'était un concurrent local. Mais c'était aussi une personnalité nationale.
il a été président de la République. Et sur un certain nombre de points, il n'a pas été un mauvais président de la République. Enfin, en tout cas, quand on le compare à celui d'aujourd'hui, il en sort avec des circonstances atténuantes. Donc, le charisme, ça se crée par l'adhésion du pays. Qu'est-ce qui donne, finalement, cette grâce en République? Cette faveur? C'est l'onction du suffrage universel. C'est quelque chose de considérable. De penser que des électeurs, des millions d'électeurs, vous donnent la possibilité d'être le chef de l'État. Pour cela, faut-il être investi par votre parti. Et comme vous le Ça, savez, oui, ça, il faut les primaires. tous les présidents de la République qui ont été élus étaient présidents ou premiers secrétaires de leur parti. Or, vous ne l'êtes plus, et c'est ce qu'on a reproché à Ségolène Royal en 2007, c'était qu'elle n'était pas premier secrétaire de parti, qu'elle n'avait pas tous les soutiens du Parti socialiste. Comment est-ce que vous estimez pouvoir gagner dans ces conditions? Non, c'est pas tout à fait vrai. À part François Mitterrand, une fois, en 81, aucun premier secrétaire n'a été candidat du Parti socialiste. Puisque en 88, Et donc, ils n'ont pas gagné. En 88, Mitterrand était président sortant. En 95, Lionel Jospin a battu, dans une primaire qui était à l'époque réservée aux militants socialistes, le premier secrétaire de l'époque, qui était Henri Emmanuelli. En 2002, c'était Lionel Jospin, Premier ministre, qui était candidat. J'étais premier secrétaire. Et en 2007, ça a été Ségolène. J'étais premier secrétaire. Donc c'est pas mécaniquement le premier secrétaire. D'ailleurs, ça serait plus simple si c'était le premier secrétaire. Mais il s'est trouvé que les socialistes sont plus compliqués que tout autre. Et ils inventent des règles pour ne pas faire ça. Donc là, ils ont trouvé. Ils ont inventé les primaires pour ne pas dire que ça doit être le chef du parti qui devrait être le candidat. Parce que, comme en plus on avait fait un congrès et que ça s'était pas bien passé, on avait besoin d'une procédure qui donne une légitimité. C'est pour ça qu'on a inventé les primaires. Bon, ça, je trouve que c'était plutôt une bonne initiative. Et après, on invente des primaires, mais on dit qu'il faut attendre le dernier moment pour désigner notre candidat parce que Dominique est dans la fonction que l'on sait. Bon, voilà, ça nous complique la tâche. Donc, pour essayer de la simplifier, moi, je fais en sorte d'apporter mes idées. Et Martine Aubry, premier secrétaire, doit faire travailler le parti durant tout ce temps. Donc, on sait qu'une campagne électorale pour les présidentielles nécessite beaucoup de communication. Et donc la communication qui est à la base donc, justement de la victoire. On vous a récemment vu à la lutte de gala avec votre nouvelle compagne, ce qui rappelle un certain Nicolas Sarkozy avec Cécilia en 2007. Finalement, gala, est-ce un moyen de communication approprié pour faire campagne, ou pour tout du moins la lancer? Je ne pense pas que la comparaison soit possible, mais je pense que nos concitoyens ont le droit de savoir avec qui vit tel ou tel candidat. Ça fait partie aujourd'hui de ce qui est du domaine public. Ensuite, il faut éviter l'exhibition. Il faut écarter l'idée que l'intimité serait du ressort de la politique. Ou la politique pourrait s'inviter dans la vie privée. Donc que chacun sache avec qui je vis me paraît normal. D'autant que j'ai changé. Comme Nicolas Sarkozy. Oui, mais ça c'est une autre affaire. Il n'est pas le seul. Donc de ce point de vue-là, c'est pas un modèle. Mais c'est normal que ça se sache. Ensuite, est-ce qu'il y a besoin d'aller montrer davantage? Je ne le crois pas. Vous ne pensez pas que le conjoint d'un candidat au présidentiel puisse être un atout, pardon? Non, je pense que ça ne peut pas intervenir dans la... D'accord. Donc on va abandonner l'actualité politique. Là, c'était le début de l'actualité politique. Là, c'était l'actualité... Et l'actualité autre, pour faire une rétrospective et partager avec vous peut-être un moment de nostalgie. On va vous demander de nous raconter le moment le plus marquant de vos 11 années à la tête du Parti Socialiste. Le moment le plus dramatique que j'ai vécu? Le plus marquant? Oui, le plus dramatique donc. C'est vous qui le définissez ainsi. Oui, parce que le plus heureux... Il n'y en a pas eu? Il y en a eu, bien sûr. Pas beaucoup. Si, bien sûr. Mais Ils vous ont pas marqué? quand c'est heureux... Quand c'est heureux, on prend le moment comme fugace, et il l'est d'ailleurs. Moi j'ai eu des grandes victoires sur le plan politique. Si, beaucoup. Si, beaucoup. J'ai gagné des régionales, des européennes, j'ai gagné des élections municipales, des élections cantonales, au niveau national.
Mais j'ai pas gagné l'élection présidentielle. Maintenant, j'ai pas été candidat non plus. La chance se représente. Mais voilà pourquoi je réfléchis quand même. Donc, j'essaie de tirer les leçons. Mais donc le moment heureux, il ne dure pas. D'ailleurs, vos amis politiques veillent à ce qu'il ne dure pas. Donc le jour d'après, il faut le savourer avec intensité, respirer l'air, parce que le surlendemain, ce sera déjà plus Ils difficile. ne sont pas tant des amis. Alors, mais parce qu'ils vous aiment tellement qu'ils ne veulent pas que vous soyez dans cet état de béatitude. Ça doit être ça, la réalité. Donc, Voilà, en revanche, les drames, les tragédies, elles durent. Et donc, pour moi, le moment le plus terrible que j'ai vécu, que je ne revivrai jamais, parce que je veille à ce que ça ne se reproduise pas, c'est le 21 avril 2002. Cette situation où nous avions préparé la campagne de Lionel Jospin dans le cadre d'une cohabitation qui était à l'avantage de Lionel Jospin, qui a été un bon Premier ministre. J'ai été associé à toutes les décisions qu'il a pu prendre, et je peux en témoigner. Un homme rigoureux, un homme sérieux, et qui n'était sans doute pas lui-même pleinement convaincu de ce qu'exigeait une campagne présidentielle. C'est-à-dire un abandon, y compris de sa fonction à l'époque de Premier ministre, et une implication totale dans le rapport aux citoyens. Bref, nous pensions qu'il avait toutes les qualités pour devenir président de la République. Et puis nous faisons cette campagne qui ne se passe pas très bien, mais jamais nous n'avions imaginé qu'il puisse être écarté du premier tour, au score du premier tour, du second tour de l'élection. Je me souviens encore de lui, insouciant, ne connaissant pas le résultat. Il était 19h. Les instituts de sondage n'arrivaient pas à clairement établir que Le Pen serait au second tour. Il monte les escaliers, arrive dans cette pièce. J'y suis avec d'autres, très peu. Il nous voit, il nous regarde. Il sans doute sent qu'il se passe quelque chose. Là, il faut être courageux. Peu le sont. Il faut qu'il y ait un qui se lève et qui lui dise « Tu n'es pas au second tour de l'élection. » Celui-là s'est levé, c'était pas moi. Et l'a dit. Et ce qui l'accablait, nous accablait. C'est pas simplement un problème personnel, c'est un problème politique majeur, vous vous rendez compte? Un grand parti, le Parti Socialiste, pas au second tour. Moi, premier secrétaire, obligé d'appeler pour Chirac, que nous avions combattu, pour écarter Le Pen. Donc, faire voter pour notre adversaire dans la République, pour écarter l'ennemi de la République. En plus, ma situation personnelle, en Corrèze. Dans ma ville, ma propre ville, Jacques Chirac a fait 95% des voix. 95%. Et je m'en suis enorgueilli. Parce que je me suis dit que finalement c'est la meilleure façon de montrer que c'est une élection qui n'est qu'un reflux. Et qu'il n'y s'est trouvé que 5% dans ma propre ville à voter Le Pen m'a rendu plutôt fier. Je me souviens encore, puisque vous me demandez des souvenirs et de nostalgie, j'étais dans le bureau de vote, maire de la ville. J'entends un râle dans l'isoloir. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Un électeur est en train de défaillir. Je n'ose pas pénétrer dans le bureau, dans l'isoloir. C'est interdit par la loi. J'attends qu'il en sorte. Je vois cet homme qui me regarde, qui me dit, rendez-vous compte, monsieur Hollande, monsieur le maire. C'est la première fois, à mon âge, que je suis obligé de voter à droite pour empêcher l'extrême droite. Donc voilà ce que m'a paru le plus douloureux de ma vie politique. Et je me suis fait une promesse à moi-même de ne plus jamais revivre ça, c'est-à-dire être au second tour et être en situation de pouvoir gagner la prochaine élection présidentielle. Vous venez d'aborder la Corrèze, un pays qui vous est cher. Vous êtes depuis 2008 président du Conseil général de Corrèze, ancien fief de Jacques Chirac, et n'hésitez pas à vous montrer en compagnie de Bernadette. Au fond, Et réciproquement. Et réciproquement. Au fond, vous êtes un peu le dauphin de Jacques Chirac. On ne peut pas dire ça non plus. On ne peut pas l'utiliser alors qu'il à son insu, comme dirait l'autre. Mais moi, je n'ai pas de modèle. Je ne considère pas que j'ai à suivre tel ou tel exemple. Même si celui-là n'est pas mauvais, il a quand même été président de la République 2 fois.
Mais ce n'est pas ma tradition politique, ce n'est pas ma philosophie politique, ce n'est pas même mon comportement politique. Ce qui m'a frappé chez Jacques Chirac, même quand il n'était pas président, mais même quand il l'est devenu, c'est cette capacité qu'il a toujours su garder avec plus ou moins d'authenticité, plus que moins d'ailleurs, de rapport à l'autre, d'attention à l'autre, de respect de l'autre. Et donc j'ai trouvé aussi chez Mitterrand toute autre façon. Chirac était beaucoup plus empathique, Mitterrand beaucoup plus distant. Mais Mitterrand avait cette curiosité à l'égard de l'autre. Essayer de savoir ce que tout individu portait en lui comme singularité, comme originalité, comme créativité. Bref, donc j'ai regardé faire Jacques Chirac en Corrèze, c'était pas forcément la mauvaise méthode. Alors, Il vous a inspiré? pas forcément sur ce qui a été dit sur le cul des vaches, c'est ça, mais d'avoir tout simplement le souci de respecter les lecteurs et d'avoir une présence. Et aussi une légitimité. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de parcours politique victorieux s'il n'est pas enraciné dans un territoire urbain, territoire rural, qu'importe. La légitimité, elle doit venir de ceux qui vous connaissent, pour que vous puissiez revendiquer la confiance de ceux qui ne vous connaissent pas. Finalement, c'est très compliqué de savoir juger une personne. Et encore plus difficile à la télévision. Beaucoup ne connaissent les protagonistes du débat politique qu'à la télévision. Et donc savoir que, à l'échelon local, ceux qui ont approché cette personne-là ont pu, à plusieurs reprises, leur accorder la confiance, leur trouver des qualités, qu'il y ait un lien presque charnel qui se soit établi, est un signe de crédibilité. Donc j'ai beaucoup combattu Chirac, mais j'ai toujours reconnu qu'il avait eu cette capacité, y compris à se faire élire sur une terre qui n'était pas gaulliste, qui n'était pas chiracienne, et qui n'est jamais devenu. Et il a su néanmoins avoir cette légitimité-là. Et quand on regarde comment il a réussi en 1995 à être élu président de la République, il y avait deux zones où il a vraiment battu Balladur. C'était Paris et le Limousin. Les deux lieux où il avait eu des mandats politiques. Comme quoi, il vaut mieux avoir un bon renseignement local. Maintenant que vous n'êtes plus en concurrence avec M. Chirac, quels sont vos rapports avec lui? Des rapports de bienséance, ne vous inquiétez de rien. J'ai des rapports respectueux, je ne dirais pas cordiaux, mais où nous parlons lorsqu'il est en Corrèze, ce qui ne lui arrive pas non plus très souvent. Est-ce qu'il vous conseille? Je ne lui ai pas demandé. Mais puis je ne me permettrai pas de le faire, puisque ce n'est pas non plus le type de relation que nous voulons établir. Mais d'ailleurs, il fait très attention à ne pas parler de politique avec moi. Ça peut paraître curieux, mais pour ne pas justement avoir à juger son successeur. Ce que j'ai trouvé plutôt une bonne attitude. Parce que quand même, il a dû ronger son frein plusieurs fois pour s'en tenir là, à ce silence. Et il l'a toujours respecté. Vous ne parlez pas de politique, mais vous parlez peut-être de football. On sait que vous êtes un passionné. On avait une petite question. Le PS, le Parti Socialiste, finalement, ça pourrait être comme une grande équipe de football. Si vous deviez entraîner l'équipe de France, est-ce que vous prendriez cette fonction, puisque vous êtes habitué à manager des équipes et que vous avez une grande connaissance du football? Vu le parcours du précédent entraîneur, j'éviterais de me mettre dans cette situation. Je crois qu'il faut faire attention aux métaphores, parce que bien sûr que le sport, la politique, c'est une affaire d'équipe et de talent individuel. Et que ce qui m'a frappé, et dans le sport et dans la politique, c'est qu'on pouvait avoir beaucoup de talent individuel, beaucoup d'intelligence individuelle, et en même temps déjouer, comme on dit en sport. Déjouer, c'est-à-dire, non pas simplement mal jouer, mais de ne pas avoir de style de jeu. Ce qui s'est passé d'ailleurs pour l'équipe de France de football, et c'est pas en politique. Donc je suis depuis le 88 député, donc j'ai vu des scènes politiques. Et c'est vrai du Parti Socialiste comme d'autres partis, il y a beaucoup d'intelligence. Il n'y a jamais trop d'intelligence. Mais comment autant d'intelligence peuvent arriver à des
décisions aussi bêtes, parfois. C'est-à-dire que la combinaison des intelligences ne produit pas nécessairement de l'intelligence collective. Comme les 35 heures. Ça, c'est une affaire qui a été décidée avec préparation. Après, on peut dire que ça a été peut-être traduit avec trop de rigidité, mais ça a été une phase d'élaboration collective. Donc, ce que je veux dire, c'est que le rôle de l'entraîneur, le rôle du chef, c'est d'arriver à donner à une équipe qui n'est pas forcément constituée des meilleurs, mais à faire que ce soit la meilleure disposition, le meilleur dispositif. Et il y a une autre leçon, c'est qu'on ne peut pas réussir seul en politique. Il faut d'abord un parti, vous avez eu raison de le dire. Et même quand on est chef de l'État, l'idée qu'on peut décider de tout est une idée, à mon avis, extrêmement fallacieuse, au-delà même de sa prétention. Il n'est pas possible, dans un pays aussi complexe que le nôtre, aussi difficile, c'est dur d'être chef d'État, chef de gouvernement. On est dans un pays qui est rebelle, qui est parfois même convulsif, qui aime la justice et l'égalité, mais enfin aime aussi les privilèges, qui veut l'intérêt général, mais est extrêmement soucieux de son intérêt particulier. Donc c'est dur de réformer un pays. Et on ne peut y parvenir qu'en emmenant les autres, d'abord les siens, son gouvernement, sa majorité, puis y compris l'opposition, et puis l'ensemble des citoyens. C'est pour ça que je crois que l'élection présidentielle de 2012 va être sur le thème de l'harmonie et du rassemblement, d'une forme d'apaisement. Nicolas Sarkozy a beaucoup créé de conflits, de fractures, de divisions. Sans doute pensait-il que c'est par le conflit, on le voit bien avec les retraites, que c'est par la confrontation qu'on fait avancer une société. Je crois que c'est ça son état d'esprit. Je ne veux pas du tout le caricaturer. Moi, j'ai une démarche totalement différente. Je pense que c'est par l'harmonie, par le rassemblement, par la conviction qu'on emmène un pays comme le nôtre, en lui donnant de la fierté, en lui donnant de l'espérance, en lui montrant le chemin qu'il faut faire, et pas en créant de l'animosité ou de l'adversité. Au fond, ensemble, tout devient possible. Ensemble, c'est possible. Pas tout devient possible. Vous savez, c'est une très bonne remarque. Quand Barack Obama a été élu président des États-Unis, c'était quand même un moment historique. Et beaucoup disaient finalement, lui, il avait trouvé un slogan formidable, Yes we can. Même quand on ne comprenait pas l'anglais, on avait compris quand même que c'était tout est possible. D'ailleurs, les candidats de 2007, notamment Nicolas Sarkozy, étaient sur le slogan de tout est possible. Or, c'est pas vrai, tout n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que rien n'est possible, mais ça veut dire qu'il faut fixer une limite, que la volonté, aussi nécessaire soit-elle, ne suffit pas à renverser toutes les réalités. Il faut savoir faire une hiérarchie des urgences, des priorités, montrer ce qui, dans le temps, sera possible. Donc, attention aux slogans qui, parfois, dans une campagne, fonctionnent formidablement. Tout est possible. Changer la vie. Oui, nous le pouvons. François Mitterrand avait même une formule qui était « là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Parfois, la volonté, elle se traduit dans une impasse. Donc, il faut être capable, non pas de dire « c'est trop dur, on ne peut plus rien », et finalement, la mondialisation, l'Europe, le capitalisme nous empêchent toute possibilité de changement. C'est pas vrai. Il faut dire quel changement. Et il faut indiquer la méthode pour y arriver. C'est ça qui doit faire la différence. Et qui évite d'ailleurs qu'au lendemain d'une élection, la désillusion vienne vous rattraper. Monsieur Lang, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Avant de passer aux questions du public, nous allons jouer au traditionnel jeu des mardis, le que oui, que non. Le principe est simple, vous devez répondre à chaque question uniquement par oui ou par non, et vous ne disposez que d'un unique joker. Il y a cette question. Première proposition. Au fond, Martine aurait vraiment bien fait de partir à la retraite à 60 ans. Je vais faire comme Johnny, que non. Parce que la politique, c'est pas un métier, c'est un engagement, une vocation, un mandat. Heureusement qu'il est arrivé à des hommes, peut-être aussi à des femmes,
de prendre des responsabilités politiques au-delà de 60 ans. Vous avez vu, puisqu'on parle beaucoup de l'anniversaire de la mort du général de Gaulle, vous avez vu les images, si vous ne les avez pas vues, Dominique ne pas dû vous les restituer quand même, ou alors il n'a pas fait son travail. Mais vous avez une formule où de Gaulle vient en 58 et on l'interroge, on lui dit mais comment, vous avez 68 ans, vous venez par un coup de force, et il dit c'est pas à 68 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Mais il avait 68 ans. Donc je ne crois pas que ce soit un problème d'âge. Mitterrand a été élu, il avait 64 ans, réélu, il en avait 71, et ce n'était pas un problème d'âge. C'est un problème, là, en politique, d'engagement, de capacité, de crédibilité. Je ne suis pas pour les limites d'âge en politique. Comme quoi la politique conserve. Question numéro 2. Si Dominique Strauss-Kahn est élu président, je me présente au FMI. Non. Moi, je ne suis pas... non pas que je conteste le choix qu'il a fait, qui correspondait parfaitement aux responsabilités qu'il avait exercées. Comme ministre de l'économie et des finances, il y avait une logique qu'il puisse se retrouver un jour au FMI. Mais moi, je ne suis pas porté par une carrière internationale. Je trouve que ça a beaucoup d'avantages pour notre pays que Dominique Strauss-Kahn soit directeur du FMI. Donc je pense que ça a été un plus pour le FMI, parce que c'est un bon directeur, et un plus pour la France, parce que ça lui permet d'avoir une position. Mais moi, je n'ai pas de carrière internationale rentrée. Je me verrais bien Premier ministre de Martine Aubry. Moi, je ne fais pas le remaniement déjà du gouvernement de Martine Aubry. C'est un nom? Non, c'est pas ça, c'est que je crois que là, on ne se proclame pas Premier ministre. Vous avez vu ce qui se passe? Donc je ne sais pas quelles sont les propositions qui me seraient faites dans ce cas de figure. Mais je ne suis pas du tout dans la recherche de cette fonction-là aujourd'hui. Vous utilisez votre joker. Non, je vous réponds. Je vous réponds que cette question n'est pas d'actualité. Question numéro 4. Si je perds aux primaires socialistes, je me reconvertis. Je fais comme Cohn-Bendit et deviens commentateur sportif sur Canal+. Non. Non plus. Cohn-Bendit, à mon avis, c'est une reconversion à temps partiel. Vous ne connaissez pas Cohn-Bendit, mais commentateur foot, ça ne suffit pas à son bonheur. Mais il a au moins, je trouve qu'il a une qualité formidable, Cohn-Bendit. Il aime la vie. Il la communique, cette envie de la vie. Il a été un leader étudiant qui a fait l'histoire. Il aurait pu s'arrêter là. Il a une forme de jouissance, au meilleur sens du terme, qui l'amène à faire des choses qui lui font plaisir. Et tant mieux pour lui. Mais il ne fera pas que commentateur sportif. Il aime bien la politique aussi, toujours. Et il n'aime pas que le football allemand. Il aime aussi le football français, donc il sera utile par rapport à l'équipe que j'aurai à entraîner. Sarkozy gagne en 2012 et poursuit l'ouverture. J'accepte un ministère. Non, parce que Sarkozy ne va pas gagner 2012. Et que je n'accepte pas l'ouverture. Alors vraiment, c'est un point très important sur le plan politique. Je vous ai dit, il faut rassembler large. Il faut rassembler bien au-delà du résultat d'une élection présidentielle. On gagne avec quel écart une élection présidentielle? Sarkozy a fait 53. Je ne pense pas Chirac avait fait 82, mais ça n'avait pas de signification. Mitterrand, à la fois, il gagne avec 51. Donc, on gagne avec un écart faible. Or, le pays, il est compliqué, il est traversé, il est conflictuel. Et donc, il faut rassembler. Mais on ne rassemble pas en débauchant tel ou tel, ou en offrant tel ou tel hochet ou récompense à celui ou à celle qu'on va faire venir du camp d'en face. D'ailleurs, ça n'élargit rien. Il faut être capable de faire une vraie ouverture. L'ouverture, elle est au pays. Moi, je trouve très, très étonnant, il n'y a qu'en France qu'on voit ça, que le chef de l'État ne réunisse pas régulièrement les responsables de l'opposition sur les grandes questions internationales, les questions européennes, les questions de sécurité, voire même les questions économiques parfois, quand il se passe une crise. Je ne parle pas simplement de Nicolas Sarkozy, je parle de tous ses prédécesseurs. Et là, c'est une perte de légitimité, une perte de confiance, une perte d'opportunité. Il faut essayer à chaque fois d'associer, y compris ceux qui ne pensent pas comme vous. Mais pas besoin d'aller chercher
un faux nez. Je n'ai pas dit un faux derche, mais ça ne sert absolument à rien. Regardez ce que sont devenus les ministres d'ouverture. Qu'est-ce qui va en rester d'ailleurs du remaniement des ministres d'ouverture? Le malheureux Kouchner dit qu'il a envoyé sa lettre de démission. Ça doit être vrai. Mais on n'envoie pas sa lettre, on part quand on n'est pas d'accord. Il ne restera que le ministre de l'immigration, qui de ce point de vue-là est un vrai immigré. Il est parti de la gauche, il est allé à droite, et il a obtenu une carte de séjour. Et à mon avis, sans possibilité de retour. Voilà. On va passer à la question numéro 6. Martine et Ségo sont sur un ballot. Laquelle tombe à l'eau? Ouais, c'est celle qui a été poussée par l'autre. Voilà, qui pousse qui? Vous poussez qui? Non, en ce moment, j'ai l'impression qu'elle est... Mais moi, je ne suis pas sur le bateau. J'ai l'impression que... elles se sont associées sur le bateau, c'est très bien. Vous pouvez savonner le plancher. Mais non, je n'ai pas cette intention-là. Enfin, dernière question. Au fond, faire HEC était une erreur. J'aurais vraiment dû faire les secs. Personne n'est parfait. Il n'y a plus de droit au joker. Non. La question que je me suis posée, Faites c'est... attention à votre... Non, c'est pas... On s'est à la sortie. À quoi ça a servi de faire HEC pour faire ce que je fais maintenant? Est-ce que ça m'a donné des éléments de compréhension? Sans doute, je dirais HEC ou les SEC. De compréhension de l'économie, de l'entreprise surtout. Oui, sûrement. Enfin, c'était en 1975, rendez-vous compte. Et ça nous conduit à dire qu'on fait des études et on ne va pas forcément... Vous n'allez pas forcément, parce que je m'adresse à vous, faire des métiers qui correspondent exactement à ce que vous faites aujourd'hui. Et que la vie, elle est pleine de surprises, pleine d'apprentissage, pleine d'événements qu'on ne peut pas vous enseigner dans une école. Et c'est ce qui d'ailleurs rend la suite de votre carrière, de votre vie, pleine d'intérêt. Vous garderez de bons souvenirs, j'espère, de l'ESSEC, ne serait-ce que ces rencontres, mais vous garderez certains rudiments. Mais ce que vous aurez, c'est ce que vous allez faire vous-même de tout cela. Moi, si j'ai fait beaucoup d'études, finalement, je me suis dit, pourquoi j'en fais tant? Peut-être aussi parce que ça me permettait d'avoir des références. Vous voyez, j'ai fait tout ça. Mais la meilleure école que j'ai faite, c'est l'école de la Corrèze, c'est l'école de la vie, c'est l'école du pouvoir, c'est vrai. C'est là que j'ai appris le plus. Pas forcément, d'ailleurs, des choses qui étaient efficaces, mais j'ai appris beaucoup. Voilà, donc pourquoi j'aurais pu faire l'essai que j'en aurais été aussi heureux. Monsieur le ministre. Non, Monsieur le député. Pardon. Peut-être un bon présage. Non. C'est pas... Ça m'a été proposé, j'étais premier secrétaire. Pour moi, c'était plus important d'être premier secrétaire que d'être ministre. Et parce que j'étais associé, je l'ai dit, aux décisions du gouvernement Jospin. Mais je ne suis pas en la recherche d'un poste, moi je ne négocie rien. Je ne suis pas là pour espérer occuper une fonction. Je suis là parce que j'ai une idée forte sur ce que peut être le pays dans des conditions extrêmement difficiles. Je crois que vous le mesurez. C'est très difficile ce qui va se produire pour tout président élu en 2012. Marge de manœuvre très faible, endettement très important, compétitivité dégradée, pays divisé. On pourrait se dire, alors, comment faire? Ben, c'est justement parce que ça va être difficile qu'il faut avoir les idées claires sur ce qu'on veut proposer aux Français. C'est ce que je fais en ce moment. Monsieur le député, Voilà. merci beaucoup d'avoir répondu à nos nombreuses questions. Donc nous allons maintenant passer aux questions du public. Donc, je vous demanderai de vous lever et de vous présenter avant de poser votre question. Merci. Et de faire une question courte, s'il vous plaît. Je suis Sofiane, en dernière année à l'ESSEC. Ma question est la suivante. Comment voyez-vous la Chine dans les 10 prochaines années? Avec une réponse courte. Non, mais comment je la vois aujourd'hui d'abord? C'est la deuxième puissance économique du monde qui est en train de changer de statut. C'est-à-dire de faire en sorte de ne pas être simplement associé aux décisions, ce qui était sa démarche depuis une décennie, mais d'être maîtresse des décisions du monde, aussi bien sur le plan commercial, sur le plan monétaire et sur le plan politique. Regardez les rapports
que les États-Unis ont avec la Chine. Rapport de débiteur à créancier. Regardez ce qui s'est passé avec la visite du président chinois en France, qui a exigé qu'il n'y ait même pas de conférence de presse pour que la question sur les droits de l'homme ne lui soit pas posée. Nous avons un déficit, nous, la France, avec la Chine, de plus de 20 milliards d'euros. C'est considérable. Donc, moi, je regarde la Chine à la fois comme une puissance, comme une menace aussi, hein, comme un partenaire nécessaire, comme un système économique qui est quand même assez extravagant. Régime communiste sur le plan politique, régime capitaliste débridé sur le plan économique. Combien de temps durera ce mariage léonin? Donc il va y avoir un rapport de force à poser avec la Chine. Et donc pour le président français, celui d'aujourd'hui, celui de demain, ça doit être non pas simplement pour aller chercher des contrats, c'est nécessaire, mais d'aller vraiment dire aux Chinois qu'il y a des choses qui sont nécessaires à faire ensemble et d'autres qui ne le sont pas acceptables. Et il va falloir le faire avec aussi l'Europe. La vraie question, quand on évoque la Chine ou quand on évoque les États-Unis, c'est l'Europe. Nous sommes Européens, ensemble, la première puissance sûrement du monde. Et nous n'arrivons pas à peser politiquement. Et de moins en moins. Parce que notre système institutionnel européen est défaillant, quels que soient les traités qui ont pu être votés. Et parce que nous n'avons pas la convergence, la cohérence nécessaire, qui fait que, dire par rapport à la Chine, chacun va faire son marché séparément. Donc voilà, le grand enjeu, c'est pas simplement la Chine, c'est l'Europe. Est-ce que nous voulons en faire un continent qui ne soit qu'un espace, ou est-ce que nous voulons faire une union qui puisse porter un projet commun? Pour l'instant, c'est plutôt la première hypothèse qui va me porter. Bon, je ne veux pas vous accabler là, il faut être combatif. Monsieur Hollande, bonsoir. Patrick Flem, je suis étudiant en master. Je voulais savoir, en 2007, le Parti Socialiste avait fait quelque chose de très original. Vous aviez mis au point un programme pour les primaires, et après vous aviez élu le porte-parole de ce programme, ce qui était quand même plutôt novateur. Je voulais savoir si en 2012 vous allez reconduire cette expérimentation, et est-ce que Dominique Strauss-Kahn serait le porte-parole idéal du Parti Socialiste, alors que celui-ci mène une politique libérale à la tête du Front monétaire international, qui semble assez éloigné des valeurs que défend la gauche, voire la gauche de la gauche avec Benoît Hamon qui s'acoquine avec Olivier Besancenot. Je vous remercie. D'abord, le FMI n'est pas un parti politique. Le FMI, c'est une institution internationale qui, par définition, n'a l'idéologie que des gouvernements qui le constituent et qui est chargé de faire respecter des règles, voire même, quand il y a des pays qui font appel à ces crédits, d'en imposer. Donc le directeur du FMI, moi je ne suis pas là pour le défendre, mais il a une fonction qui est forcément très encadrée. Et on y mettrait même Besancenot à la tête, ce qui n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable. Mais quand bien même y mettrait-on le plus révolutionnaire de nos personnalités politiques, que sa marge de manœuvre, sa ligne de conduite, serait largement conditionnée par ce que son conseil exigerait de lui. Donc c'est pas ainsi que je juge Dominique Strauss-Kahn, pour parler franchement. Ensuite, vous avez posé une question qui est, est-ce que c'était bien qu'en 2007, on fasse d'abord le projet, on choisisse le candidat? La candidate n'a pas jugé que c'était forcément la meilleure des formules, puisqu'elle a même dit qu'elle avait été un peu gênée par telle ou telle proposition qui était dans le projet des socialistes. Donc le mieux serait sans doute d'offrir au candidat ou la candidate socialiste une certaine liberté par rapport au programme qui aurait été préparé par le parti. Voilà ce que je pense. Le mieux aurait été, je crois que je l'ai suffisamment dit ici, qu'on désigne d'abord le candidat, la candidate, et qu'ensuite, avec le parti, le projet soit élaboré. Bon, comme ce n'est pas le calendrier qui a été admis, je pense que la meilleure des façons, c'est de laisser au candidat, bien sûr socialiste, donc imprégné des idées socialistes du Parti socialiste, le soin de fixer l'ordre de ses priorités. Ça sera d'ailleurs l'enjeu des primaires.
Pour les primaires, ça ne va pas être simplement de dire je préfère celui-ci ou je préfère celle-là. Ça va être de dire si je choisis celui-ci ou si je choisis celle-là, quelle va être l'orientation principale du candidat socialiste et donc du projet qui sera mis en œuvre par le futur président de la République. Donc le choix des primaires n'est pas un choix simplement de caractéristiques personnelles, voire même de sondages qui laissent penser que celui-ci aurait plus de chances que celui-là. C'est vraiment de savoir sur quelle ligne politique il peut aller devant les suffrages. Il faut que cette ligne, néanmoins, vous avez raison, soit rassembleuse. Si on représente une minorité du Parti Socialiste, c'est plus compliqué pour emmener l'ensemble du Parti Socialiste à la bataille. Donc c'est pour ça que je crois que le candidat ou la candidate qui sera choisi sera un candidat qui s'inscrira dans la position centrale du Parti Socialiste. Oui. Bonjour, Ahmed Davi, je suis étudiant en master. Ce matin, ce midi, Dominique de Villepin a critiqué avec vivacité la politique française vis-à-vis de la Chine. Et je lui ai posé la question suivante qu'il a habilement élaguée. Si vous étiez président de la République, quelle serait votre relation avec le gouvernement chinois, avec la Chine? Oui, ça rejoint la question précédente. Je voulais dire, on doit parler de manière cohérente avec la Chine. Cohérente, ça veut dire que les Chinois, ils ont un temps long. Ils ont presque l'éternité puisqu'ils n'ont pas d'élection. Hein, donc, ils ne sont pas dans la conjoncture, ils ne sont pas dans l'immédiat. Ils ne sont pas dans la séduction d'une opinion publique intérieure. Ils ont un temps long. Donc, pour eux, c'est incompréhensible. Je ne sais pas si Dominique de Villepin l'a déjà dit devant vous, parce que je ne voudrais pas avoir donné le sentiment qu'on s'est concerté et qu'on vient d'enfoncer le même clou. Mais ils ont entendu les Chinois, Nicolas Sarkozy leur parler du Tibet et des droits de l'homme, avant les Jeux Olympiques. Puis, les Jeux Olympiques arrivant, Nicolas Sarkozy y est allé. Comment comprendre? Puis ensuite, là, le président chinois vient, et Nicolas Sarkozy, même s'il dit qu'il en a peut-être parlé à titre, pas privé, mais à titre confidentiel, en tout cas à titre, là, non public, il n'y a pas eu du tout d'évocation, y compris de la situation du prix Nobel de la paix qui est détenu aujourd'hui. Donc, pour eux, c'est une démarche incohérente. Les Allemands ont une démarche beaucoup plus claire, c'est-à-dire qu'Angela Merkel, elle dit à chaque fois aux Chinois la même chose. Elle n'en fait pas forcément trop. Elle ne fait pas non plus de déclarations qui pourraient nuire à ses intérêts commerciaux, mais elle en fait. Elle a parlé par exemple du prix Nobel. Je rappelle que les Chinois et les Allemands ont une balance commerciale beaucoup plus équilibrée, parce que les Allemands vendent beaucoup de machines-outils aux Chinois. Et donc il faut avoir avec la Chine un discours qui soit constant et qui soit le plus honnête possible. C'est-à-dire que nous voulons commercer avec la Chine, mais nous voulons que les rapports commerciaux soient fondés sur des normes environnementales, des normes monétaires. Aujourd'hui, la Chine a une monnaie qui n'est pas convertible. Donc, pour parler tout à fait simplement, mais vous êtes des experts, la monnaie qui n'est pas convertible, c'est celle sur laquelle les marchés ne peuvent pas intervenir. Aujourd'hui, il y a des marchés qui peuvent mobiliser des capitaux et faire baisser le dollar, ou faire remonter le yen, pas le yuan. Donc il faut que nous disions à la Chine que si elle veut être partie prenante du commerce mondial, il faut qu'elle accepte que sa monnaie soit convertible. Et qu'ensuite elle puisse être appréciée à la hauteur de ses excellents commerciaux. Voilà, il faut parler clair à la Chine. Parce que sinon, on va aller vers des conflits, à mon avis, de plus en plus redoutables. Parce qu'à un moment, nous ne pourrons pas accepter que le marché soit un marché de dupes. Oui? Pas d'autres questions? Allez-y, hein, parce qu'après, je ne reviendrai pas avant 4 ans, je ne serai plus là. Et je ne sais pas où je serai. Là-haut. Allez-y. On entend très bien.
suédois au niveau des retraites. Je veux savoir comment on pouvait l'imposer dans le contexte français. Oui. Par des réformes, par des autres, dans quelle manière. Donc le modèle suédois, c'est ce qu'on appelle le modèle notionnel. Hein. Mais qu'importe, c'est un modèle où de retraite par points, individualisé, où tous les régimes de retraite sont confondus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le régime général, les régimes spéciaux, le régime pour les artisans, les commerçants. Tous les régimes sont confondus, chacun acquiert au fur et à mesure de son activité des points qui eux-mêmes aboutissent à un niveau de retraite au moment du départ. Et régulièrement, on peut savoir à partir du nombre de points quel serait son niveau de retraite au moment de l'âge qui serait celui du choix du départ. C'est sur le plan théorique, sur le plan des principes, le meilleur système. Mais il est très compliqué à mettre en œuvre. La CFDT souhaitait qu'il y ait ce système qui soit mis en place. Très compliqué, pourquoi? Parce qu'il faut supprimer tous les régimes spéciaux, tous les régimes particuliers. Or, il y a un attachement très fort. Et deuxièmement, c'est la fin de ce qu'on appelle les régimes de répartition. Qu'est-ce que c'est qu'un régime de répartition? C'est que les actifs payent pour les retraités. Là, ça serait plus ça. Ça serait chacun préparer sa propre retraite par un système d'accumulation de points. Donc ça mettrait largement en cause un des principes fondateurs de nos régimes de répartition. C'est pour ça que cette perspective doit être offerte, mais les conditions de sa réalisation, à mon avis, prendront 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que ça pourrait se concevoir si on disait, voilà, ceux qui vont commencer leur vie professionnelle maintenant, en 2011, vont avoir ce système-là. Tous les autres vont garder le système antérieur. Mais, oui, mais ils vont dire, mais comment on peut garder le système antérieur s'il n'y a plus des cotisants pour payer nos propres retraites? Donc on voit bien la difficulté d'introduire un système comme celui-là. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Camille Dervaux, je suis en deuxième année à l'ESSEC. Oui. Donc vous parlez de l'Europe, je voulais revenir un petit peu là-dessus. En 2005, vous aviez soutenu le oui à la Constitution européenne, tandis que la majorité des Français et beaucoup de socialistes avaient soutenu le non. Et je voulais savoir si aujourd'hui vous seriez toujours dans le même... si vous souteniez toujours le oui, vous auriez fait la même chose. Moi j'ai soutenu le oui au traité, donc qu'on appelait le traité constitutionnel européen, même s'il n'avait rien de constitutionnel, il donnait une charpente institutionnelle à l'Europe. Je pense qu'une opportunité a été manquée. Donc je considère que le oui avait une portée bien plus grande que le non. Je vais essayer de le démontrer. Ce traité n'aurait pas réglé tous les problèmes de l'Europe, notamment cette juxtaposition d'intérêts nationaux, cette faiblesse institutionnelle, cette absence d'incarnation de l'Europe. Mais ça aurait été une force qui se serait créée à travers ces référendums qui auraient été approuvés et cette organisation, disons, très intégrée, plus intégrée qu'aujourd'hui, de la démarche européenne. Et le fait que la France ait dit non a, d'une certaine façon, affaibli, a amoindri l'engagement européen. Pas simplement en France, mais partout en Europe. Et donc a donné place à un retour à une conception plus nationale, plus intergouvernementale de l'Europe. Voyons maintenant les conséquences du non. Le non l'a emporté, les Français ont voté très massivement, 55%, c'est clair, net. Qu'est-ce qu'ils espéraient, tous ceux qui ont voté non? Soit certains espéraient purement et simplement qu'on retrouve notre souveraineté, ce n'était pas l'essentiel des votants. Beaucoup imaginaient, je pouvais les comprendre, qu'en votant non, ça allait donner un coup de semonce et que l'Europe allait se mettre vraiment à respirer différemment, et sur le plan politique et sur le plan social surtout. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a le fameux plan B, je ne sais plus qui l'avait inventé. Mais si, je le sais. Mais qu'est-ce qu'il a donné? On a fait un traité de Lisbonne, c'est-à-dire un sous-traité constitutionnel européen, qui a fait que lorsque les gouvernements se sont réunis pour désigner les autorités européennes, le président du Conseil européen
On a pris le moins connu, le plus anonyme, comme président du Conseil européen, Van Rompuy. On a gardé le président de la Commission européenne, Barroso, qui était pourtant très décrié. On n'a pas mis un terme à la présidence tournante de l'Europe, ce qui fait que pendant la crise financière qui est survenue il y a 2 ans, on a demandé mais qui est l'Europe? C'était la fameuse question de Kissinger, dites-moi qui est l'Europe, quel est son numéro de téléphone? Alors on a fait le numéro de téléphone de l'Europe. On est tombé sur un premier abonné qui a dit c'est moi l'Europe, Van Rompuy. Les gens ont raccroché, on dit non, toi on ne te connaît pas, on va appeler un autre. Barroso, toi on te connaît trop, on raccroche. Zapatero a dit mais moi je suis le président en exercice de la présidence tournante, mais dans 6 mois tu ne seras plus là. Et donc on a eu cette cavalcade qui fait que Nicolas Sarkozy, et il a plutôt réagi vite d'ailleurs, hein, avec à l'époque le Premier ministre britannique et la chancelière, à 3, ils ont fait en sorte que dans la crise, on arrive à trouver une issue. Mais c'était en péril. Quand il s'est passé la crise de la zone euro, là, il y a quelques mois, la Grèce qui était attaquée, on a cherché l'Europe. Et au moment où on cherchait l'Europe, elle a dit, mais allez voir plutôt du côté du FMI pour aller sauver la Grèce. Donc voilà la situation de l'Europe. Et on voudrait, face à des menaces qui existent, hein, les marchés, la spéculation, le capitalisme financier, on voudrait dire que l'Europe nous protège, qui le croit? Moi j'ai longtemps dit, vous savez, heureusement qu'on a l'euro, parce qu'avec l'euro, ça évite les spéculations entre les monnaies européennes qui existaient précédemment, ce qui est vrai. Et on s'aperçoit que l'euro, qui était soi-disant une protection, devient une vulnérabilité lorsque un des pays qui en est membre est attaqué. Heureusement, on a créé un dispositif pour éviter que ça se reproduise. Voilà l'état de l'Europe. Donc moi, je constate que le oui n'a pas emporté. Je dis que c'est plutôt dommage. Je ne dis pas que ça aurait changé considérablement les choses. Mais il faut redonner maintenant un nouveau souffle à la construction européenne. Et s'il n'y a pas ce nouveau souffle, la France, sans doute, jouera son jeu, son rôle. On va le voir avec le G20, même s'il ne faut pas non plus en attendre trop. Mais ça n'aura pas la force que l'Union européenne pourrait démultiplier dans cette période. Ben voilà, je pense que quand la France n'est pas au rendez-vous, parce que la France n'a pas été au rendez-vous, alors c'est la faute à qui? À ceux qui ont défendu le oui. Parce qu'ils n'avaient qu'à être plus déterminants. Et donc, on en paye aujourd'hui les conséquences. Monsieur le député, merci infiniment Merci. d'avoir accepté notre invitation. Nous tenons à remercier particulièrement nos partenaires, le groupe La Poste et le cabinet d'audit et de conseil Mazars, sans qui ce débat n'aurait pas pu avoir lieu. Nous vous donnons rendez-vous le 23 novembre pour un débat entre Laurent Hardy, président d'EuroRSCG, et Franck Louvrier, conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, qui viendront analyser la communication des politiques et peut-être même la vôtre. Merci infiniment et bonne soirée à tous.